Bonjour et bienvenue dans Son Titre 404, un podcast qui donne la parole aux jeunes travailleuses de l'art. Ici, on explore les pratiques, les thématiques et les réalités du milieu à travers des échanges sincères et décomplexés. L'idée, c'est de partager des expériences, de poser des questions qu'on se pose tous et de rendre ce monde un petit peu moins opaque. Donc si vous êtes artiste, curieux, curieuse ou que vous cherchez à mieux comprendre ce milieu, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Morgane Jouvencel et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode enregistré en janvier 2025 avec Anna Bonadé, une jeune artiste plasticienne basée à Angoulême. Bonne écoute à tous. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter ? Je m'appelle Anna Bonadé, j'ai été diplômée en 2023 de l'École européenne supérieure de l'image sur le site d'Angoulême, où je suis artiste pluridisciplinaire avec une pratique de la 3D et de la sculpture. Dans mon travail, principalement, je m'intéresse à la figure du fantôme et comment les rituels et les mondes qu'on imagine pour nos morts influencent notre perception de la réalité. Rien que ça, quoi. Écoute, j'essaye. En tout cas, je dis pas que j'ai toutes les réponses, ça c'est sûr que non. Mais en tout cas, j'aime bien explorer ces notions et voilà, c'est des choses qui me passionnent beaucoup. On voulait pas mal profiter du fait que tu sois là pour parler de 3D par le biais de la science-fiction et plus précisément de l'horreur cosmique. Donc toi et moi, on a fait une résidence ensemble, donc je connais un petit peu de ton travail. Mais est-ce que tu pourrais nous introduire avec tes mots, ta vision de ce genre de l'étrange, tu vois, en nous parlant peut-être de quelques œuvres de référence d'horreur cosmique qui t'inspirent. Comme tu disais, ça a commencé cet intérêt pour l'horreur cosmique il y a un an, enfin même un peu plus d'un an. Quand je parle d'horreur cosmique, je parle forcément des œuvres de Lovecraft. Ça a été une grosse source d'inspiration justement pour la résidence qu'on a faite à Vassivière, où là, je me suis beaucoup inspirée de ce monde un peu gluant, un peu dégueu, on va dire, de Lovecraft. L'horreur cosmique, en fait, c'est un genre en particulier que lui, il a construit. La menace, entre guillemets, si on peut parler de menace et de monstre, ne vont pas arriver de l'univers, en tout cas c'est pas des extraterrestres, mais dans son parcours et dans sa mythologie, ce sont des créatures qui sont là depuis plusieurs milliards d'années, apparues bien avant les humains et qui resteront encore bien après les humains. Dans ces récits qui se suivent en fait finalement et qui utilisent la même sorte de mythologie, c'est des créatures en fait qui vont venir potentiellement influencer certains humains. Par exemple, quand je parle d'Innsmouth, c'est un récit où on suit un protagoniste qui découvre une ville qui a l'air un petit peu bizarre sur les bords et donc je spoil un peu la fin, j'en suis désolée, mais en fait il se rend compte qu'il fait partie des créatures qui sortent de la mer et qui se transforment au fur et à mesure et qui deviennent en fait vraiment monstrueuses. Okay. Donc il y a tout un aspect de menace interne au paysage qui est très présent dans son travail. Et donc c'est en ça aussi que l'horreur cosmique a été très inspirante, notamment pour Vassivière, parce qu'elle faisait référence à plein d'éléments qu'on pouvait retrouver dans le paysage de Vassivière. Donc par exemple dans le lac. À part Lovecraft, j'ai en tête un roman que j'avais lu quand j'étais vraiment petite, quand j'avais une dizaine d'années, qui m'a vraiment suivie pour mon travail de manière générale. C'est Les Orphelins Baudelaire, parce qu'à chaque roman, en fait, c'est une atmosphère qui est différente, avec des biomes différents. Par exemple, dans la série de romans Les Orphelins Baudelaire, un moment où ils vont être confrontés à un lac avec des sangsues. La même chose, ce sont des monstres qui viennent d'un lac ou voilà d'un milieu aqueux, en fait. Super, ça répond déjà à la question suivante, plus ou moins, de d'où est-ce qu'il vient ton attrait pour ces univers-là, quoi. Qu'est-ce que toi, tu vois, t'y pioches particulièrement, ou est-ce que c'est un peu l'ensemble, justement, de ce qui définit ce genre ? En fait, ce que j'y pioche particulièrement, c'est peut-être cette notion de gluant que j'avais envie d'explorer dans mon travail, surtout plastique. Après, j'avoue qu'il y a un intérêt quand même assez particulier pour Lovecraft ces dernières années, mais pas que moi. Je sais que même dernièrement, dans le monde de la bande dessinée, etc., il y a un intérêt croissant pour Lovecraft et pour les mythologies qu'il a mis en place. Aussi parce que ça change beaucoup de la science-fiction de manière générale, peut-être, où la menace vient de l'extérieur et non de l'intérieur. Donc il y avait cette idée insidieuse aussi qui était assez intéressante et que voilà, sur laquelle je voulais me pencher de manière assez approfondie pour le coup. Comment est-ce que toi tu traites de ces éléments-là, du gluant par exemple, ou de menaces ou de nouvelles choses venant de l'intérieur ?
Je saurais pas trop répondre à cette question, je dois avouer. C'est pas quelque chose à laquelle j'ai réfléchi. Pour le gluant, en tout cas, c'est vraiment un aspect esthétique qui me plaît particulièrement. Faire appel aussi à des matériaux que j'avais pas voulu utiliser aussi par éthique. Je me suis dit que, par exemple, utiliser de la résine ou par exemple utiliser du silicone, je savais que ça allait être un petit peu difficile par rapport à la mouvance qu'il y a dans l'art contemporain d'utiliser des matériaux un peu dans la mouvance de l'arte povera où on va utiliser ce qu'on a un petit peu sous le coude et voilà. Mais du coup, ça rentrait en dissonance et après, à Vassilière, je me suis dit, ça, c'est le moment. J'ai un petit peu d'argent. C'est aussi pour ça que effectivement ce genre de choses je les ai pas utilisées mais ouais le gluant c'est quelque chose que je voulais utiliser beaucoup que j'avais essayé de retranscrire aussi dans la 3D mais qui était forcément difficile vu que c'est quelque chose de très organique en production ça fait chauffer l'ordinateur on va dire. Le super ordinateur d'ailleurs. Et le super ordinateur exactement. Tous ces univers-là, est-ce que ça faisait partie du début de tes influences et de tes références quand tu as commencé à vraiment trouver ta pratique? Ou est-ce que c'est venu bien après Toutes mes études, ça a toujours été une influence constante par rapport à la science-fiction. On va dire qu'il y avait deux pans chez moi qui ne se reliaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait tout mon intérêt pour tous les films de science-fiction, toutes les BD de science-fiction, tout l'intérêt aussi pour la figure du fantôme, parce qu'il faut savoir que la figure du fantôme, je l'étudie depuis que je suis au lycée. J'ai fait mon TPE dessus. Ah ouais, ça remonte à longtemps quand même. Ça remonte en fait à longtemps. Tout cet intérêt, ça remonte à longtemps. Mais j'avais pas réussi à le placer dans des études d'art. Il y avait toutes les influences que moi j'avais avec ma vie de manière générale et toutes les influences que m'apportait une école d'art. Et pour moi, j'arrivais pas à lier les deux. Oui. Les premières influences que j'ai commencé à avoir quand j'ai commencé la sculpture, c'était pas du tout de la science-fiction, c'était Joseph Beuys par exemple, parce que je sais que mon maître de mémoire était fan. Il y avait tout un itinéraire qui était un petit peu tracé au niveau des références des écoles d'art et qui était peut-être pas non plus forcément accepté pour mon DNA. Et après ensuite, pour mon master, je me suis beaucoup plus intéressée, en tout cas dans ma pratique de la 3D, à la science-fiction et à tout l'univers de Denis Villeneuve, par exemple avec Dune, Blade Runner. Tout ça, c'est des choses qui sont venues alimenter ma pratique de la 3D. Pratique de la 3D qui est venue ensuite alimenter par extension ma pratique de la sculpture. Ok. En fait, c'est une sorte de boucle, un enchaînement qui fait que c'est vraiment la 3D qui m'a permis d'aller acquérir et d'explorer de nouveaux univers, on va dire, ou de nouvelles matières plutôt. Ok. Vu que le médium de la 3D fait directement référence à un sujet évoqué dans la science-fiction, est-ce que c'est ce qui t'a aidé justement à assumer ce côté-là de ton travail? Ouais, exactement. En fait, il y avait plein d'influences et d'univers. Par exemple, là, je pense clairement à Blade Runner. Quand il y avait ces néons, cette brume, etc., qui était pas vraiment possible de réaliser dans la vraie vie, que là, la 3D, effectivement, elle a pris tout son sens. Et puis aussi, ça permet la 3D de faire des univers qui sont impossibles à recréer dans la vraie vie, ça c'est sûr. Et donc effectivement, la 3D était un pont clairement à tout ce que j'avais pu regarder dans mon enfance et puis après et puis pendant mes études d'art. Ok. Et ensuite, grâce à cette pratique de la 3D, t'as pu plus facilement assumer ce pan-là dans ta pratique de l'installation, de la sculpture et tout, quoi. Ouais, exactement. Il faut aussi parler du fait qu'il y a eu la rencontre avec toi aussi, Oui. à Vassivière, où je me suis rendu compte que tu pouvais faire des trucs ultra stylés en prenant pleinement conscience de toutes tes références. Et en fait, ça m'a vraiment reconnecté avec tout ce que j'avais regardé finalement, avec tout le bagage culturel que j'avais. Ça m'a reconnecté en fait. Je me suis dit, il y a des trucs super stylés. Morgane, elle fait des trucs super stylés avec tout son background culturel. Donc vas-y à fond. Profite du fait que t'as commencé la 3D et explore en fait tout ce que t'as pas eu, les coronesses de pas explorer, voilà. Let's go, bah trop bien. Voilà. Je voulais aussi parler du fait que dans ton travail, tu fais référence, comme tu le disais dans ta présentation, au domaine des rituels liés aux morts. J'ai fait un petit peu des recherches pour avoir une petite idée de ce dont on avait parlé sur justement Lovecraft et sur l'horreur cosmique. Une des premières phrases que je trouvais pour expliquer ça, c'était que ça faisait appel à une peur de l'inconnu ou de l'inconnaissable. Quoi, est-ce que je fais un parallèle entre le fait qu'on n'a pas vraiment connaissance, qu'on peut pas avoir connaissance du monde de la mort et que les rituels peuvent faire référence à cette peur-là justement qu'on retrouve dans Lovecraft. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette notion aussi dans Lovecraft de faire des rituels qui ont pour but d'avoir une meilleure connaissance peut-être de l'incommensurable ou voilà de ce qu'on peut pas forcément décrire. C'est vrai que ce qui est aussi intéressant chez Lovecraft, c'est l'idée que tous ces monstres, ils sont indescriptibles, sur lesquels on peut pas mettre de mots. Cette notion, elle est assez relative au monde des morts parce que au final, on peut pas mettre de mots sur ce qui pourrait se passer après.
parce que clairement, voilà, personne n'est revenu. En tout cas, c'est une croyance, on va dire. Mhm. Enfin, ça a trait à la croyance. Dans ces cas-là, oui. Ce que je trouve assez intéressant dans les rituels, peut-être de manière générale, c'est comment l'humain, en fait, se confronte à l'inconnu et quels sont les dispositifs et les rituels qu'il met en place pour se rassurer, pour s'imaginer un univers. Enfin, voilà, ça c'est des choses qui sont vraiment passionnantes à chaque fois, que ce soit en Occident, mais peut-être aussi en Asie ou dans d'autres parties du monde. C'est quand même fascinant de se rendre compte qu'il y a des humains qui ont imaginé tout un univers, toute une mythologie et qui mettent en place des rituels pour ça, pour le faire vivre en fait. Oui, je voulais revenir rapidement sur la notion de gluant comme exemple. Ton approche, elle consiste à parfois mélanger des sentiments et des sensations assez contradictoires. Vous voyez dans ton texte de portfolio que tu parlais de la répulsion et de la fascination. Mais est-ce que pour toi, ces deux choses-là sont liées? Genre, on peut pas avoir l'un sans l'autre. Et justement, tu mets l'accent là-dessus et tu le confrontes directement aux gens grâce à tes pièces. Alors, l'idée qu'il pourrait pas y avoir de répulsion sans fascination, c'est un petit peu vrai. Je suis d'accord avec toi. Mm. Et peut-être en même temps, je mettrais une petite limite. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose de très répulsif, c'est possible. Et ce sera pas du tout fascinant, ce sera vraiment juste dégueu. Et effectivement, la frontière entre les deux, elle est assez fine. Essayer de faire en sorte que ce soit assez dégueu pour que ça interroge, mais pas trop non plus. Je sais pas si je suis super claire. Ouais, ouais. Mais en gros, par exemple, je pourrais donner un exemple. Quand je te dis ça, j'imagine, on va aller full sur la mort, des corps en décomposition. Vraiment, c'est dégueulasse, Ouais. quoi. Personne n'a envie de regarder ça. Ou alors, c'est que t'es un peu bizarre, tu vois. Toujours avec cette idée en tête, c'est pas utiliser des textures, par exemple, couleur pu, tu vois, j'aurais pu très bien faire du slime vraiment dégueulasse, quoi, tu vois. Et ça aurait bien marché, mais il y aura pas eu ce côté fascinant non plus. Ouais. Donc toi, ce que tu cherches à faire, enfin ce que tu fais, c'est de vraiment atteindre cette frontière-là avant que ça le soit trop d'un côté ou trop de l'autre. Ouais, exactement. Ok. Alors, je sais qu'il y en a qui trouvera ça quand même dégueu, mon travail, tu vois, et qui auront pas le côté fascinant. Mais Mm. ouais, exactement, l'idée, c'est d'avoir quand même cette petite ligne entre les deux. Et oui, bah comme tu l'as évoqué, à Vassivière, tu faisais ton propre slime. T'avais vachement expérimenté avec le latex. Oui, aussi. Et voilà, si jamais tu peux nous dire un peu comment t'arrives à jouer sur cette frontière-là sans trop dépasser d'un côté ou de l'autre. Je t'avoue, je sais pas trop. Alors, c'est peut-être au niveau des couleurs, peut-être. Si tu reprends l'Infernal Swamp Capture, donc qui est dans son espèce de boîte là Mhm. sur les charbons, imagine tu changes la couleur. Et bah rien que ça, je pense que si tu changes la couleur et que tu mets quelque chose de très organique lié au corps et lié à la vie, donc peut-être par exemple du sang, couleur sang, ou alors peut-être par exemple couleur pu, comme je te le disais, Mm. couleur un peu verdâtre et tout. Là, en fait, effectivement, c'est des notions qui peuvent tout changer du tout au tout. La couleur pourrait être peut-être une réponse. Ok. Bah ouais, non, c'est assez intéressant que la colorimétrie peut justement être une manière de rentrer dans un champ, dans un domaine particulier ou dans un autre, quoi. Exactement, ouais. Et c'est vrai que, par exemple, tu parlais du latex, du slime et tout. Comment j'en suis arrivée à utiliser ces matières? C'est parce que avant, j'avais expérimenté avec la 3D et Mm. que j'avais créé des formes qui me paraissaient assez intéressantes de recréer dans la vraie vie. Et par un échec, finalement, j'ai pas réussi à recréer ce que j'avais fait en 3D, mais Mhm. ça a donné autre chose. Et c'est un petit peu aussi comme ça que se situe mon travail et ça alimente mon travail, c'est parce que c'est, en premier lieu, c'est beaucoup aussi d'expérimentation en 3D. Ok. T'avais déjà fait des tests de passer d'abord du réel et essayer de le retranscrire en 3D sans utiliser un scanner pour voir si t'arrivais justement à reproduire la même forme? Non, j'avoue, j'ai jamais réussi. J'ai jamais tenté, Ok. effectivement. Je dois avouer que j'ai plus un attrait à la matière qu'à la forme. Mhm. Je sais que je suis meilleure à travailler avec la matière que imaginer une forme et à la faire et à la créer. Ok. Il faut que ça passe forcément par de l'expérimentation, une erreur ou un échec. C'est vrai qu'il y a pas mal de notions de peut-être de chance aussi, mais la 3D, je la vois aussi comme une matière finalement, où en fait je vais venir mettre des modificateurs qui vont faire que ça va changer du tout au tout, essayer de jouer avec les paramètres, et finalement ça prend énormément de temps, mais petit à petit, j'arrive à une atmosphère que j'ai envie de créer. Je pars toujours d'une atmosphère. Il y a aussi l'idée que quand je passe par la 3D et que j'ai envie d'avoir une matière, par exemple, on va dire le slime. Le slime, ça faisait un moment que je voulais l'utiliser et impossible, enfin très compliqué de le faire en 3D. Les collisions, c'était dégueulasse. Enfin voilà, c'était un petit peu technique, mais vraiment, c'était pas ouf. Et donc l'idée de travailler en 3D me fait penser à des matières que j'ai envie d'utiliser et que je peux utiliser dans la vraie vie. Donc en fait, les deux se comblent l'un et l'autre. Ok. Tant qu'on est dans le sujet, de l'hybridation de techniques que tu emploies en plus du coup de la 3D. Tu fais de la sculpture et des installations. Il y a un gros attrait pour la matière dans ton process. Mais pour parler un petit peu plus pour l'instant de 3D,
Donc tu utilises les logiciels comme Blender et Unreal. Est-ce qu'il y en a Exactement. d'autres que tu utilises? Non, j'utilise que Blender et Unreal. Ok. Et tu fais également des pièces sonores parfois pour vraiment avoir une dimension plus conséquente dans tes installations. Un jour peut-être des impressions 3D aussi. J'ai j'ai croisé les doigts vraiment. Ouais. Je voulais que tu nous parles un petit peu de ta relation avec ces différents médiums, donc tu as déjà commencé à en parler. Mais par exemple, le son aussi, qu'est-ce qui a motivé chez toi l'envie d'ajouter ça? Est-ce que tu étais déjà à l'aise, tu vois, avec cette pratique, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris pour compléter tes installs? Le son, je dois avouer que je considère pas que ce soit des pièces sonores. Ok. Dans le sens où c'est du bidouillage, quoi. C'est pas très travaillé. Mhm. Par exemple, pour la bande son que j'ai utilisée pour ma dernière installation réalité virtuelle, c'était des sons enregistrés avec mon téléphone où on entendait mes pas marcher dans la vase avec des bruits de succion, etc. Où il y a juste une modification de reverb pour de vrai, un peu de ralenti, et voilà, ça donne une bande son. Donc c'est pour ça que je parlais du fait que c'est pas vraiment des pièces sonores. Voilà, c'est plutôt comme une matière qui viendrait se rajouter à l'atmosphère environnante. Mm. L'idée que j'ai toujours en tête, c'est toujours une installation immersive, ou alors qui se rapproche le plus possible d'une atmosphère que j'ai envie de donner. Et donc effectivement, parfois le son peut venir s'ajouter comme ça Ok. pour aller de manière un peu plus théorique dans l'hybridation, par exemple avec la 3D et la sculpture dans la vraie vie, il y a un écrivain, David Lapoujade, qui a écrit un livre qui s'appelle Les existences moindres et qui s'est beaucoup inspiré des écrits de Souriau. Et donc, il parle d'existence plurimodale. Et en fait, dans son terme d'existence plurimodale, c'est l'idée d'avoir deux modes d'existence entre la réalité virtuelle et la sculpture. C'est ce que j'ai utilisé pour la dernière installation que j'ai réalisée, où en fait l'idée c'était d'arriver dans un espace avec deux points d'entrée. Le premier point, c'est à travers le corps, à travers la matière et à travers une atmosphère qui se dégage, en l'occurrence, quand c'était à Vassivière, c'était sur l'atmosphère du laboratoire, de Mhm. la vitre. Grâce à Karine Klonowski d'ailleurs qui a écrit un texte sur mon dernier projet, il y a cette notion de la vitre qui donne un sentiment de danger, de regard. Et donc il y a cette atmosphère qui vient un peu psychologique aussi qui vient peupler voilà une atmosphère on va dire récurrente ou alors globale. Quand je parle d'atmosphère plurimodale, c'est aussi une manière pour moi d'intégrer la notion de spectralité dans la réalité virtuelle où en fait on intègre une réalité virtuelle en ayant les pieds sur le sable ou en ayant une encre sur le plan physique mais on est transporté dans un autre univers. Mm. Et donc dans cet autre univers, le corps n'est pas présent. On a cette notion d'être transporté via un portail vers une autre dimension. Tu crées un lien super fort entre le fond et la forme, quoi, au final, parce que vu que tu parles justement de cet entre-deux, parfois entre la matière tangible et le royaume des morts, réellement dans l'espace, tu montres avoir quelque chose qui est tangible, qui est en face de nous, et une autre dimension qui est le virtuel et qui est souvent associée à quelque chose d'intangible et de ouais, une autre dimension, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, finalement, ça permet d'utiliser, par exemple, la science-fiction, Mm. qui permet d'utiliser des histoires un peu déviantes. Où là, dans mon dernier projet, il y a toute une sorte de fiction qui va s'enrouler autour de cette notion. La réalité virtuelle, non seulement utilisée avec un aspect symbolique assez fort par Mm. rapport à l'après-vie, mais aussi utilisée dans le trope fictif. Ça, en plus, ça répond à une question que j'avais écrite plus tôt, que Ah, j'ai pas dit. Et parfait. c'était, je te demandais, est-ce que t'es comme moi et t'aimes ce genre? Parce que dedans, c'est assez facile de prendre des libertés qui soient pas forcément en lien avec les lois de la physique ou de la gravité, ou des logiques scientifiques qu'on peut observer justement dans des écosystèmes. Mais que si on a envie qu'une créature soit faite de latex, elle existe, quoi. Effectivement, il y a cette notion d'ouverture où effectivement tout peut être possible. Et c'est peut-être ça aussi qui est plus intéressant dans la science-fiction, Mhm. c'est que tout est possible. Bon, ce serait vachement vulgariser la chose, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle symbolique t'accordes à tel médium que tu utilises? Par exemple, la 3D, est-ce que c'est vraiment pour ce renvoi à une dimension spectrale? Est-ce que la matière, enfin voilà, est-ce que t'as déjà pensé à ces mots-clés affiliés au médium? Ouais, tout à fait. Ça, c'était ma première partie quand je te disais que j'avais beaucoup travaillé sur Joseph Beuys. Mhm. C'est parce que lui, c'est un peu le maître dans ce genre de symbolisme.
non seulement dans ses dispositifs, mais aussi dans les matières qu'il utilise. Il est vraiment très à cheval sur ce que chaque matière lui évoque. Effectivement, quand je travaille avec de la cendre, par exemple, qui est quand même assez évocateur, avec du bois brûlé ou du charbon, il y a quand même cette notion chaotique que je donne à la cendre, mais aussi au bois brûlé, où il y a eu un effet dévastateur sur la matière qui est venu la transformer. Du coup, effectivement, dans ça, il y a du symbolisme qui est quand même assez fort, en fait. Et puis, il y a les cendres qui sont très reliées aussi au monde des morts. Mm. Et puis, au niveau de nos rituels de crémation aussi. Et puis, par exemple, le latex, comme le silicone ou la slime, c'est pas des matières dans leur symbolisme formel que je vais utiliser, mais plutôt dans le trope fictif où, par exemple, le slime va venir symboliser le lac ou alors les milieux aqueux dans lesquels la créature a été prélevée. Du coup, elle va faire office de substance en fait et de rappel et de lien entre toutes les productions que j'ai pu faire dans le projet. C'est vrai que je l'ai pas dit encore, mais qui s'appelle le l'Inferna Swamp Research Center. Donc c'est le projet qui a été initié à Vassivière. C'est vrai qu'effectivement, tu as raison de l'indiquer parce qu'il y a plusieurs types de symbolisme dans les matières que j'utilise. Et par exemple, pour la 3D, récemment, j'ai compris pas mal de choses sur son utilisation. Je vais l'appeler psychopompe virtuelle, par exemple. Ok. Parce qu'il fait office de passage. En fait, l'idée de l'existence plurimodale aussi, c'était de travailler sur la collision de ces deux sortes de mondes. L'univers en réalité virtuelle et l'univers réel. Quelles sont les fuites et les brèches? Quels sont les passages qui se créent entre ces deux mondes? Et du coup, finalement, la réalité virtuelle et donc les nouveaux médias, la technologie, peut faire office de psychopompe virtuelle, c'est-à-dire une entité qui permet un passage, enfin, vers le monde des morts, entre guillemets, pour parler simplement. Mais voilà, du coup, la réalité virtuelle, ou alors de manière générale, le numérique, fait office chez moi à ce symbolisme de psychopompe. Ok. Et oui, en plus, ça, on en avait parlé au dernier jour un peu de notre résidence, que Ouais. l'étape suivante éventuelle pour ton institut de recherche, c'était d'amener des éléments de la 3D, donc qu'on voit par la sorte de portail de sable, de faire comme s'ils venaient déborder dans le reste du labo, pour faire un petit peu aussi référence aux films de SF où les scientifiques vont un petit peu trop loin et commencent à ramener, genre Alien, tu vois, t'as un alien qui vient se mettre dans le vaisseau et après tout le monde meurt, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai qu'il y a tout à fait ça, ouais. Et on peut le voir avec l'espèce de gros truc qui sort des toilettes, tu sais, l'espèce de gros boyau rouge. Effectivement, là, il y a eu un petit problème et ils sont allés un peu loin. On se rend compte que merde, peut-être aller un peu loin. Et vu qu'on avait eu cette discussion, effectivement, j'avais terminé Vassivière avec des stories où je disais que la fuite à Vassivière avait été un peu trop débordante et que il fallait que je trouve un autre laboratoire, quoi. Ce qui était le cas dans la vraie vie et puis aussi dans le trop fictif, on va dire. La matière, par exemple, comme le latex, qui pour toi est un outil pour faire référence à un milieu aqueux et même la narration, en fait, qui se développe autour de ton univers, comment est-ce que tu le transmets? Est-ce que c'est par de la médiation ou est-ce que t'aimerais fournir, tu vois, une sorte de guide pour rester dans l'esthétique de l'exploration et des recherches scientifiques? Comment est-ce que tu perçois cette transmission-là au public? Je t'avoue, je ne sais pas trop. Vu qu'il y a eu le travail de Karen Klonowski qui a bien défini l'univers, qui a bien défini aussi théoriquement ce que je voulais transmettre, et puis aussi dernièrement Samy Lagrange aussi qui a écrit un texte sur le projet, j'avoue que je me suis dit que ça pourrait suffire. Effectivement, j'ai jamais pensé à trop faire une édition ou alors même en médiation quelque chose qui pourrait montrer aux gens, enfin, en fait qui pourrait tout simplement expliquer l'histoire. Ça, j'avoue que j'y ai pas pensé. Je me suis dit que ça pourrait peut-être être disponible avec des cartels de manière assez basique, mais effectivement, c'est quelque chose à penser. Donc, merci pour cette intervention. Avec plaisir. J'avoue que c'est pas vraiment encore le point d'accroche à laquelle j'ai envie de donner du temps, parce que j'estime pas être une assez bonne raconteuse d'histoire pour le faire. Ok. Enfin, en fait, l'histoire que je propose au public ou à travers l'installation, elle est très éprise de la science-fiction. Donc en ça, en tout cas, au sein de l'histoire, j'ai pas l'impression d'avoir ma place pour la raconter. Okay. Mais après, peut-être une réflexion sur la mort, sur différentes manières et différents ponts pour accéder à un autre monde ou par rapport à penser ou imaginer d'autres univers pour nos morts, ça pourquoi pas. Ok. Est-ce qu'une technique que tu as employée
à modifier ton rapport à une autre technique. Je sais pas, le fait de faire des textures procédurales sur Blender, ça a modifié ton appréhension de la matière tangible et inversement. Ouais, tout à fait. Effectivement, ça a beaucoup, beaucoup influencé. Je parlais de la forme tout à l'heure en 3D où je voulais recréer la forme. La 3D donne une liberté de matière avec plusieurs nodes. Donc en fait, c'est des nodes qu'on va relier entre eux qui donnent une texture complètement différente et qui peuvent donner même des textures qui n'existent pas dans la vraie vie. Et ça a été ultra libérateur où je me suis dit, ok, maintenant il va falloir que tu réfléchisses à refaire ça dans la vraie vie. Mais en fait, au final, mon travail sculptural, c'est un échec permanent. C'est-à-dire que en gros, j'ai envie de refaire ce que je vois dans la 3D, tu vois, Ouais. et ça ne marche pas. mais, mais ça donne quelque chose à côté que je trouve assez bien pour l'explorer. Et donc, c'est comme ça que mon travail en sculpture et mon appréhension de la matière, il fonctionne. Ok. Avant d'arriver à la 3D et quand j'étais encore en école d'art, la matière, j'imaginais des techniques pour aller vers la destruction ou alors à la limite de la matière. Okay. Par exemple, je vais prendre une matière polystyrène. Il est déjà arrivé que j'ai brûlé du polystyrène dans la cour de mon... C'était bien dégueulasse. Ouais. Ça donnait un effet extrêmement gluant, vraiment très beau. Ouais. Et en même temps, c'était ignoble, quoi. Enfin, c'était... Donc, en fait, dans l'exploration de la matière, pousser la matière à son paroxysme, vouloir la malmener, la maltraiter. Bon, ça, j'ai envie de dire, la matière, tous les plasticiens le font, maltraitent la matière pour voir quels sont les débouchés, quelles sont les finitudes qu'ils peuvent trouver, en fait. Et ouais, du coup, moi j'aurais bien aimé que tu parles un tout petit peu de ce que c'est une texture procédurale. J'en ai souvent entendu parler, j'ai rarement fait des recherches là-dessus. Donc là, pour l'entretien, je me suis un petit peu penchée dessus, mais tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont pas forcément familières avec l'univers de la 3D, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Ouais, tout à fait. Alors, on va déjà imaginer qu'il y a deux pans, il y a deux sortes de textures possibles en 3D. Il y a la texture qu'on peut aller choper sur Internet avec CG Ambiance, par exemple, si jamais ça peut intéresser les gens, et qui sont des matières déjà toutes faites. Donc, on va avoir des maps qui vont permettre de relier très facilement au sein de Blender des textures. Par exemple, imaginons, je veux faire des murs en béton. Et ben, je vais aller chercher ce genre de matière sur Internet qui est disponible et qui est très très bien et le relier assez facilement sur Blender. Imaginons par contre, je veux travailler avec ce qu'on appelle la subsurface. C'est l'idée que la lumière traverse la matière. Comme ce qu'on a avec la peau, par exemple, tu mets une lampe sous ta main, c'est de la subsurface, par exemple, en termes 3D. Et donc, la texture procédurale, ça va te permettre de travailler avec des éléments, de venir combiner, en fait, des matières qui ne sont pas censées être combinées ensemble. Ok. Je sais pas exactement comment le dire, mais c'est toi qui vas venir construire avec plein de nodes différents. Donc, finalement, c'est des petites boîtes qui va venir construire en fait ta matière petit à petit. Ça demande pas mal de tutos, je dois avouer. Quelle sorte de node fait ce genre d'effet, etc. Mais en gros, c'est tu vas venir constituer petit à petit ta matière. Imaginons par exemple, tu veux reconstituer du plastique. Le plastique, c'est lisse, mais en même temps, il y a un tout petit peu de texture noise, on appelle ça la texture noise, où ça va être genre des petits picotements, tu vois. Et bah, au lieu d'aller chercher du plastique sur Internet, tu vas le faire toi-même, où tu vas utiliser forcément un node qui fait référence à la couleur et un peu de texture noise dosée faiblement pour avoir cette texture. Texture procédurale aussi, ça te permet de faire des formes complètement flinguées. Ça veut dire que, en gros, moi, je suis très nulle avec ce qu'on appelle les UV. C'est un enfer pour moi au quotidien. Voilà. Donc, en fait, les UV, c'est ce qui va venir recouvrir la forme. Si les UV sont vraiment dégueulasses, les images qu'on va venir uploader dans la 3D de manière simple, ça va vraiment faire un truc horrible. Dans ces cas-là, tu utilises la texture procédurale où en fait il n'y a pas d'UV qui est en jeu. Alors, pour moi c'est plus simple, mais c'est uniforme et en même temps tu as quelque chose de bien. Quoi. Tu vois, tu as quelque chose de plutôt beau. On peut partir sur le principe que tu préfères largement maintenant faire des textures procédurales. Ouais, clairement. Oui, parce que c'est un gros casse-tête. On parlait de Blender et d'Unreal tout à l'heure. Unreal, il faut savoir que pour moi, c'est un enfer sur Terre. Parce qu'en fait, toutes les textures que je vais utiliser ne sont pas possibles sur Unreal. Ça veut dire que tout ce que je vais faire sur Blender et toute la lumière, tout ce que je vais y mettre, ne vont pas apparaître sur Unreal. Donc ça veut dire qu'il faut se amuser à refaire sur Unreal toutes les textures qu'on voulait faire avec un effet complètement différent de ce que je voulais avoir que de ce que j'avais sur Blender par exemple. Okay. Et aussi
les formes que je vais faire qui sont complètement what the fuck sur Blender, ça va donner un effet ultra bizarre sur Unreal, pas dans le bon sens. L'idée aussi, c'est de comment traduire, alors que c'est deux plateformes 3D numériques similaires, comment traduire et faire le passage de l'un à l'autre. Ça aussi, c'est un gros taf. Je sais pas si j'étais super claire, mais... Si, de fou. Et juste pour préciser, donc toi, tu passes ensuite sur Unreal parce que tu fais des univers en réalité virtuelle et du coup, t'es obligé de passer par ça pour pouvoir le voir ensuite dans un casque de VR. C'est vraiment pour savoir, hein. Pourquoi ne pas directement travailler sur Unreal? Comme ça, t'as pas cette frustration de putain, t'avais une super forme avec une super texture Blender, et là tu dois déjà tout recommencer pour même pas avoir le résultat que tu voulais avoir avec Blender, quoi. Alors, il y a peut-être deux réponses à ça. La première, c'est que Blender, j'avoue que j'y ai commencé il y a peut-être 2 ans et demi. Mais je suis bien plus à l'aise sur Blender. Et Blender permet d'utiliser ce qu'on appelle des modifiers. Et donc, du coup, venir durablement changer la forme. Ce que je retrouve pas aussi sur Unreal. Ce qui est un peu moins possible sur Unreal, c'est de faire des formes, en fait. Quand tu regardes ceux qui vont faire de la réalité virtuelle, s'ils ont un immeuble, par exemple, ou s'ils ont une forme en tête qu'ils veulent absolument faire, ils créent forcément sur Blender. Et ensuite, ils le ramènent sur Unreal parce qu'Unreal ne permet pas de faire des formes complexes. Ou alors, voilà, ça va être des trucs basiques, un cube et puis un cône, par exemple, tu vois, ça va être... En fait, il n'y a pas de sculpte, normalement, sur Unreal. Voilà, je suis pas encore arrivée à ce stade sur Unreal où je pourrais travailler directement dessus. Il me semble que passer par Blender est un peu plus malléable, on va dire, pour moi. Et puis, je pense pour les autres aussi. Comment ça se fait que ça fait toutes ces modifications quand tu passes de Blender à Unreal avec les textures et les formes? Et ben alors les textures, parce qu'en fait c'est pas le même moteur de rendu. Blender, ça permet d'avoir un rendu photo, on va dire entre guillemets. Enfin, photo non, mais c'est pas le même moteur parce que la puissance que te demande ton ordinateur est pas la même. Dans la 3D, tout ce qui est transparence, tout ce qui est subsurface, donc la peau, etc., la lumière, la brillance, tout ça c'est des éléments qui vont venir se rajouter et qui vont demander beaucoup de choses à ton ordinateur. Et donc, l'idée que Unreal soit avec un moteur qui permet de se téléporter directement avec un casque dans l'univers en 3D, forcément, va y avoir beaucoup moins de possibilités de faire des bidouillages avec la lumière, avec la subsurface, par exemple. Ça va pas être la même chose et je saurais pas l'expliquer. Mais en gros, je pense que c'est peut-être une notion de moteur. J'imagine que si je téléporte toute une scène Blender dans Unreal sans que ça ait pu changer, je vais faire exploser Enfin, je pense que n'importe qui ferait exploser le bordel, tu vois. Ouais. Moi, après, c'est parce que je suis débutante, mais il y en a plein qui arrivent à faire des trucs de fou avec Unreal, notamment avec les jeux vidéo, peut-être même aussi en réalité virtuelle. Et moi, j'ai clairement pas ce niveau-là. Et en fait, travailler avec Blender, il y a des notions qui sont correspondantes, mais en fait, c'est reapprendre aussi à travailler avec un tout autre logiciel, avec des nodes qui sont complètement différents des nodes de Blender. Ok, je vois. L'enfer. Ouais. Ça a l'air vraiment très très chiant. Du coup, voilà, on en arrive à l'autre chose que je voulais te demander, c'était c'est quoi les contraintes auxquelles tu as dû faire face en fonction des différents médiums justement que tu emploies. Et donc du coup là, la 3D, c'est principalement le passage de ok, t'as ton rendu que tu veux, maintenant il faut pouvoir le mettre dans le casque et là, obstacle. Là, ouais, on est sur un gros obstacle. Effectivement, ça c'est la plus grosse limite que j'ai. Et j'avoue, je rêve un jour d'avoir une équipe qui fait ça à ma place. Je comprends. Avant qui se fait chier à faire le passage entre les deux. Et ça, c'est la plus grosse limite que j'ai dernièrement. Peut-être aussi, on va dire, l'argent. Ça, c'est vrai que c'est une grosse limite. Peut-être aussi, il y a plein de choses que j'aimerais faire et que j'aimerais tester, mais je les vois à une grosse échelle. Et du coup, bon, là, c'est le manque d'argent ne permet pas de faire ce que j'ai en tête, forcément. Mais c'est peut-être aussi bien parce que dans tous les cas, tu te débrouilles un petit peu pour faire autrement et puis ça peut déboucher sur autre chose. Enfin, c'est un petit peu un cycle. Peut-être aussi des fois l'idée de refaire une forme. Quand je te disais que mes sculptures c'est des échecs permanents, c'est que je veux refaire une forme et puis ça marche pas. Et dernièrement, j'ai essayé de faire une forme que j'avais faite en 3D et j'ai pas réussi à la refaire. Donc voilà, c'est peut-être aussi la limite qui se pose dans mon travail. C'est si je veux refaire quelque chose dans la vraie vie, des fois ça marche pas chez moi, quoi. Même souvent en fait. Je voulais parler de la notion d'immersion dans l'installation, par exemple. Parce que souvent, on entend un travail lumière, son... Enfin, en gros, une sollicitation des sens plus conséquente que si c'est
juste une sculpture, juste une peinture, juste un dessin, etc. Et ça demande souvent pas mal de recul, je trouve, tu vois, d'arriver à prendre en compte tout ça pour dégager l'atmosphère qu'on veut. Et du coup, quand t'as en tête une installation, est-ce que tu te fixes, tu as des priorités pour pas justement trop s'éparpiller et pas arriver à quelque chose de pas assez équilibré? Ou est-ce que tu sais déjà en fait les choses sur lesquelles tu comptes mettre l'accent et Non, j'avoue que je ne sais pas du tout à l'avance. En fait, c'est comment je le vois dans ma tête, c'est que c'est comme un gros brouillard. Mhm. Et au fur et à mesure, il va y avoir des petits éléments qui vont se dégager. Ok. Et en fait, quand j'ai fini le travail, c'est qu'il n'y a plus du tout de brouillard, en fait. C'est assez imagé comme truc, mais c'est un peu comme ça que je le vois, c'est que je sais jamais trop ce que je vais faire. Ou Mhm. alors je sais jamais trop sur quoi ça va déboucher. J'avoue que c'est un peu toujours une surprise permanente, même si après je prépare en amont quand même le travail. Mhm. Ça veut dire qu'en gros, je vais faire pas mal de recherches théoriques sur un sujet que je vais donner à voir et à réfléchir. Et en fait, au fur et à mesure que l'installation elle va se créer, par exemple à Vassivière, on avait un espace donné, donc c'était assez simple entre guillemets, hein, grosses guillemets, de se projeter, de se dire ok là je vais faire un test, je vais faire un essai, on va voir comment la sculpture elle va se projeter dans l'espace, quel espace ça va prendre, quel impact ça va avoir dans l'espace, et comment par rapport à ça, au fur et à mesure, tu construis. C'est un peu pierre à pierre, enfin et tu sais pas exactement ce que tu vas faire dans une semaine, par exemple. Ok. Voilà. Ouais, donc il y a une part très instinctive en fait Ouais. dans la conception de ça, quoi. Ouais, exactement. Ah, il y a Ok. une part instinctive, mais il y a quand même aussi une part de recherche en amont. Ah oui, bien Où sûr. après, c'est pas forcément de recherche plastique, mais ça va être plus être théorique avec la lecture de livres, par exemple. Mhm. Là, j'ai beaucoup travaillé sur la figure de fantôme, donc j'ai lu pas mal d'anthropologues qui s'intéressent à la question. Ça va venir débloquer chez moi des petites notions et puis après full expérimentation plastique. Ok. Il y a quand même des matières sur lesquelles je veux travailler et que je sais que je vais travailler avec ça. Ok. Donc en ça, c'est mon point d'accroche et mon itinéraire, quoi. Est-ce que tu pourrais nous donner, selon toi, le starter pack d'une installation immersive? Tu vois, que ce soit pas juste, bon, bah, on éteint les lumières et regarder la brillance, tu vois, mais c'est quoi pour toi l'essentiel? Ah ouais, c'est difficile comme question. Ouais. Parce que, en fait, effectivement, je me suis confrontée beaucoup à ça, à l'expérience immersive, et c'est t'éteins la lumière et tu projettes. Mhm. Ça marche très 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 bien, Mhm. c'est super. Mais c'est vrai que si tu veux un petit peu te désengager de ça, Mhm. j'avoue c'est pas facile comme question. Peut-être une installation immersive, c'est ce qui va faire appel au sens, par exemple. Ça va venir faire appel à cette dimension de la matière, mais peut-être aussi psychologique, ou peut-être que ceux qui vont arpenter l'espace vont se mettre dans un espèce de monde à part. Ou par exemple, je vais utiliser le travail de Sildo Meirelles. Il a fait une œuvre qui s'appelle, alors attends, je vais te dire ça, Volatile. C'est une, Ok. euh, une installation avec un espace clos, du talc au sol et une bougie au fond de la salle. Dans l'atmosphère ou dans l'espace clos, il a donné une senteur de gaz. Donc, je te laisse imaginer que quand tu vois la bougie, tu te dis merde, ça va exploser. Et donc, toute cette notion, en fait, la notion psychologique, participe, pour moi, à mon sens, à l'immersion. Mhm. Ok. Ça va te mettre dans un tel état que du coup tu vas peut-être t'identifier un peu plus à l'espace, ou alors ça va apporter une charge émotive à l'espace. Donc je dirais la matière, le sens psychologique et un petit peu de 3D, j'ai envie de dire aussi. Bah, évidemment. Évidemment. La réalité virtuelle est très utile pour ça aussi. L'immersion, elle est assez facile avec la réalité virtuelle. Mhm. Oui, donc il y a un jeu qui peut s'opérer avec certains symboles ou certains systèmes de pensée, en fait, genre associer bah, justement une odeur de gaz et du feu à un danger imminent. Donc Ouais. essayer ouais, retrouver et reproduire plus ou moins ces choses-là, quoi. Ah ouais, exactement. C'est Ok. ça. Et bien justement, toi, quelle place tu donnes à ces éléments culturels hérités dans un contexte? Est-ce que ça a une énorme place dans ton travail, mais surtout, comment tu l'utilises pour influencer la perception du public? En fait, c'est peut-être le pôle de mon travail aussi, c'est ça. C'est que dans l'idée, quand j'avais fait mon DNCEP, c'était l'idée de l'atmosphère peut-être de recueillement, mais aussi de questionnement des rituels que je voulais influer. Ça m'a permis de reprendre des éléments comme la bougie, c'est ultra symbolique, quoi. Et donc, du coup, cette envie de donner une atmosphère qui sont assez caricaturales, par exemple, là, pour le coup, pour mon DNCEP, je m'étais vraiment beaucoup inspirée d'une église qui était vraiment le centre du recueillement. À Vassivière, c'était le laboratoire. Ça va peut-être être des stéréotypes,
qu'on va retrouver aussi facilement dans les histoires de science-fiction, qui sont vraiment vecteurs de l'atmosphère et peut-être des éléments que je vais mettre en place pour le donner. À Vassivière, tu avais un espace blanc, j'en parlais tout à l'heure avec les vitres, donc ça a quand même cette notion d'observation, voilà, de se sentir observé. Ok. Voilà, c'est ce que je pourrais répondre à ta question en tout cas. J'aimerais que, si tu veux bien, que tu nous emmènes un peu dans les étapes de conception de tes créations hybrides, parce qu'on n'en a pas encore parlé, on a vachement parlé d'environnement, de symbolisme et d'atmosphère, mais il y a aussi vachement cette question de la créature dans ton travail. C'est quoi les étapes par lesquelles tu passes avant d'en créer une? Pour ton projet à Vassivière, tu avais vraiment commencé à développer tout un bestiaire en t'appuyant sur les logiques de l'environnement que tu touchais. Mais voilà, si tu peux nous en parler un peu plus. Ouais, carrément. Pour le dernier projet que j'avais mis en place, qui s'intéressait aux marais qu'on retrouve dans les enfers de la mythologie gréco-romaine, qui s'appellent les marais du Cocyte, j'ai beaucoup utilisé toute la faune des marais et aussi du milieu aqueux, surtout des abysses. Et c'est là où on revient aussi à Lovecraft. Toutes les créatures qu'on pouvait trouver dans les abysses, elles étaient vraiment incroyables. Et donc, je m'en suis beaucoup inspirée pour faire ces créatures. Voilà, donc il y a déjà tout le milieu aqueux. Et ensuite, comme je te le disais aussi un petit peu en amont, mes créatures, par exemple en 3D, ça va être des heureux hasards. Et j'ai beaucoup utilisé les tutos, des youtubeurs formidables qui font des tutos de géométrie node, on appelle ça comme ça. Je vais venir isoler une partie du node que j'ai envie, ou qui me parle. Et puis ensuite, je vais venir retravailler la forme. Genre, en gros, ça va être ma première étape de travail. Je vais réutiliser parce que clairement, je suis vraiment pas mathématicienne. Pour moi, c'est pas possible. Donc, je vais utiliser ces gros cerveaux. Je reprends ton expression. Je vais utiliser ces gros cerveaux qui sont vraiment dans les mathématiques pour reprendre des nodes. Enfin, des séries de nodes. Et par rapport à ça, ça va être des heures et des heures. Je parle de 10 heures, hein, vraiment, pour ressortir une image des fois. Même plusieurs jours, redimensionner, créer un univers, créer de la texture, créer des choses qui font que globalement, je vais aimer ce que je vois et donc je vais me dire, ok, là c'est bon, j'arrête. Okay. Donc ça va être la première étape, ça va être passer par la 3D. Et puis ensuite, ça va venir avec la volonté quand même de faire une immersion et donc de faire des sculptures ou alors des éléments qui peuvent peupler l'espace réel. Et donc je vais reprendre toutes ces images que je me suis faites dans mon petit classeur. Et puis je vais me dire, ok, à partir de cette atmosphère, qu'est-ce que je peux créer? Quelles sont les analogies que je peux lier entre la sculpture vivante et la sculpture en réalité virtuelle, en 3D, je veux dire? Comment je peux la dériver et voilà, et l'utiliser? Voilà, c'est à peu près mon processus pour l'instant. Et parfois, il y a aussi des échantillons un peu qui émergent de toutes ces recherches et tout, qui sont pas forcément la créature sous sa forme finale, mais qui peut être un fragment de celle-là ou pas le cocon d'une créature. Et ben, c'est aussi un élément que tu vas exposer dans l'espace, quoi. Ouais, exactement. Ça peut être des petits bouts qui viennent, des petits bouts qui ont fuité. Ah oui, on avait parlé aussi très rapidement, il y a quelque temps, de la question de la monstration de la 3D, qui est pas encore extrêmement répandue dans les centres d'art, dans les institutions et tout. Ce serait quoi pour toi le meilleur moyen, ou un des super moyens pour montrer, mais aussi pour vendre une pièce 3D? Comment tu vois la chose? Eh ben, j'avoue, c'est une très bonne question. Souvent, je me suis dit que les images que je créais en 3D, elles pouvaient être mises dans des cadres. Mais en fait, je trouve ça un petit peu plus facile ou alors un petit peu... on peut mieux faire, je pense. Effectivement, la 3D, il y a les NFT, mais c'est très attrait au milieu de l'art, au marché, et c'est pas trop ma cam. Dernièrement, j'ai vu qu'il y avait des dômes. Je sais pas si t'as vu ça. Oui. C'est complètement fou. C'est et j'avoue que un de mes rêves, ce serait que ce soit exposé dans ce genre de dôme, tu vois. Ouais, je vois. Ce qui demanderait une sorte d'animation, enfin vraiment tout un gros processus de production. Mais ça pourrait être des environnements comme celui-là, comme un dôme où tu peux exposer ton travail. Après, à vendre, effectivement, là, je vois plus ça comme des impressions. Et puis ensuite, après, dans des espaces d'exposition, via des écrans, via des projections, ou alors aussi via la réalité augmentée sur le téléphone. Peut-être des filtres, par exemple, qui peuvent se vendre, mais c'est un peu la même question. Il y a ça qui arrive beaucoup dans le monde de la mode, c'est les filtres en réalité augmentée que tu peux mettre sur Instagram, que tu peux mettre dans des posts virtuels, etc. Peut-être qu'il y aura des sculptures que tu pourras mettre chez toi en mode réalité augmentée, tu vois.
Peut-être un jour. Et en même temps, je me dis que ça pourrait être une piste aussi pour de travailler, parce que la réalité augmentée, c'est aussi pourquoi j'ai commencé la 3D, c'est parce que j'avais envie, toujours pour l'immersion, de proposer des sculptures complètement autonomes avec le téléphone, en fait, où tu les vois que à travers un téléphone, que à travers un filtre numérique, et du coup, ça te permet de voir une sculpture qui est pas confrontée à notre mode de vie physique, c'est-à-dire qui peut flotter, qui peut avoir une texture particulière, etc. Oui, et c'est aussi un moyen de produire des choses gigantesques sans avoir besoin du budget qui va avec. Clairement, c'est aussi vraiment le point de rupture avec la sculpture, c'est que j'ai utilisé la 3D parce que c'était le Covid. Mhm. Enfin, c'était le Covid. Le Covid m'a fait beaucoup de mal dans le sens où il y avait plus d'atelier, il y avait plus accès à rien. Toute cette frustration a donné suite 2 ans après à l'idée de vouloir travailler avec la 3D, parce que finalement, t'as pas besoin d'atelier, t'as un ordi chez toi, vas-y, tu peux faire ce que tu veux. Mm. Et ça, c'est très libérateur. Donc je trouve l'idée des dômes serait super. Donc, du coup, Ouais. Ouais, ça fait que dans les expos bien plus conventionnels, genre centre d'art, mur blanc, cimaises et béton ciré, la monstration de la 3D sera quand même énormément limitée. Même avec les sièges qui tournent sur eux-mêmes et un casque VR qui est connecté, ça atteint ses limites, quoi. Exactement. Et puis moi, j'ai pas encore trouvé l'astuce, mais il faut peut-être aussi un médiateur à chaque fois que tu fais un truc en VR, parce que il faut enlever le casque, il faut montrer aux gens comment le mettre, etc. Mm. Ça demande énormément de ressources que les centres d'art n'ont pas forcément. Ou alors, il y a des centres d'art qui sont vraiment full numérique, et du coup, ils ont aucun problème avec ça. Et ils ont trouvé d'autres systèmes aussi pour partager leur 3D. Mais quand même, globalement, c'est vraiment limité, en fait. Ce serait quoi les chemins que t'aimerais voir se décider à l'avenir, tu vois, sur les 5-10 prochaines années dans l'art contemporain en matière de 3D, d'immersion et de monstration, en fait, de tout ça? Et ben en fait, ce que j'aimerais, c'est même si vraiment je suis fan des trucs blancs, hein. Vraiment je suis Mhm. très fan du cube blanc. Mais ce qui serait quand même assez cool, c'est d'avoir des centres d'art qui s'équipent déjà au niveau des écrans, au niveau des casques, au niveau de tablettes, etc. pour utiliser tous les outils qui sont à notre portée. Mhm. Peut-être aussi un peu plus d'attrait aussi pour la 3D, où la 3D va pas juste venir combler une sorte d'avancée technologique, mais elle va avoir un réel intérêt pour questionner le milieu de l'art, pour questionner notre rapport au numérique, etc. Mm. Après, je dis pas qu'il y en a qui le font pas, hein, c'est vraiment pas du tout ce que je dis, mais que les centres d'art aient un peu plus d'attrait pour tout ce qui est numérique, qu'ils puissent s'équiper. Par exemple, je me pose toujours la question de mes images en 3D. Mhm. Est-ce que pour un centre d'art, elles vont avoir autant d'intérêt, par exemple, que pour une sculpture, tu vois? Ouais. La 3D maintenant, même si les IA, on sait tous que ça a vraiment une limite, hein, tu la reconnais direct. Mais est-ce que la 3D aussi, ce serait pas chouette qu'on la visualise comme quelque chose qui prend du temps, de la même manière qu'une peinture, et que ça fasse pas comme ça en un clic juste parce que c'est sur l'ordinateur. Mm. Il y a peut-être aussi beaucoup ce côté où parce que c'est sur l'ordinateur, tout est facilité. Non, c'est clairement pas vrai. Et ça prend autant de temps que de faire une image, une peinture, n'importe quoi. Qui est un autre regard aussi sur la 3D, même si quand même je suis assez optimiste. Ça a l'air Mm. de passer un peu plus crème qu'avant. Ouais, parce que c'est vrai que pour l'instant, on voit, si jamais dans une expo il y a un élément 3D et en plus montré dans un casque VR, on a l'impression que c'est plus perçu parce que c'est la technologie de la VR que pour le contenu réel de l'œuvre, quoi. Il n'y a pas forcément la même reconnaissance, effectivement, sur ce médium-là, quoi. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est peut-être un peu frustrant. Tu vas te dire ah ouais, elle utilisait la VR, ouais cool et tout, mais derrière bon il y a quand même un petit peu de travail, un petit peu de recherche quand même sur l'utilisation de cette matière ou de cette technique, tout ça. Donc en fait la VR aussi elle est très attrait aussi aux jeux vidéo. Donc dans le sens elle a un gros support de divertissement, ce qui est très très bien aussi. Hein, j'avoue que j'utilise beaucoup aussi parce que il y a un rapport de divertissement par rapport à ça. C'est assez amusant en fait. Mais oui, effectivement, comme tu le disais, c'est pas juste de la VR. Où il y a quand même un petit effort derrière, quoi. Il y a un peu plus. Un peu plus. Il y a un peu plus, effectivement. Et d'ailleurs, peut-être pour l'anecdote, moi j'ai fait venir ma famille à Vassivière et pour leur faire enfiler les combinaisons, pour leur faire vraiment la totale. Et ma belle-mère, elle a pété les plombs, la pauvre. Vraiment, elle a eu très très peur de ces sortes de créatures. Uh-huh. J'avais mis une petite animation d'un gros ver noir là qui sortait, ça l'a fait flipper. Vraiment, Ah, let's go. Et j'avoue que même si la pauvre, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit ah ça marche quoi. Bah ouais, Ça, de c'est fou. chouette. Et en fait, ce qui est assez chouette aussi, c'est de se rendre compte qu'il y a vraiment plein de sortes de réactions des gens et ça c'est toujours super cool.
C'est quand même de plus en plus présent, la technologie de la VR dans les foyers. Donc imaginons qu'il y ait quelque chose qui se mette en place comme ça dans les prochaines années comme tu sais, tu vois, des centres d'art numériques qui proposeraient, tu vois, une visite depuis son canapé, depuis sa chaise de bureau. Est-ce que pour toi, ce serait un super moyen de montrer ton travail de réalité virtuelle? J'ai envie de dire oui et non, parce que, effectivement, il y a ce côté où tu peux visiter une exposition qui se passe à l'autre bout du monde, et ça, c'est vraiment top. Mais aussi, dans mon travail, pourquoi je lie la sculpture et la 3D, c'est parce que je trouve qu'il y a quand même un petit manque. Quand tu fais que de la VR, il y a un petit manque par rapport à la texture, à la sensation d'avoir un truc devant toi. Enfin, c'est un peu différent de la VR. Et donc, du coup, en ça, les deux se complètent super bien. Ouais. Donc, quand t'enlèves un élément, c'est un peu comme si t'enlevais un pilier, quoi. En soi, si on peut avoir accès à la culture bien plus facilement avec le casque VR, ce serait incroyable. Mais ça aura ses limites, je pense. Oui, ce serait adapté pour les pièces de VR conçues comme l'élément global. Oui, ok, je vois ce que tu... Oh, d'accord. C'est vrai qu'effectivement, dans ces cas-là, ouais, c'est super chouette parce que ça permettrait à des gens de n'importe où de regarder la pièce en VR. Et ça pourrait être super chouette. Mais si ça se fait un jour, moi, je suis carrément pour. Bah, let's go. On lance l'idée. Ouais. Alors, on arrive à la conclusion et il y a 3 choses que je demande à la fin pour chaque personne qui accepte mon invitation. Déjà, c'est est-ce que tu aurais des références de docs ou des événements ou tout autre, même, tu vois, des logiciels, par exemple, que tu aurais à conseiller pour les choses dont on a parlé pendant l'entretien? En termes de film, si vous n'avez pas vu Premier Contact, regardez-le tout de suite, maintenant. Oui. Voilà, on est d'accord. Vous arrêtez le podcast, vous mettez sur pause, regardez ce film. C'est exactement ça. Il y a la série Altered Carbone sur Netflix, que je conseille à tout le monde, elle est trop bien. Il y a aussi le livre Perdu des sortilèges, que je conseille à tout le monde, Bon, je suis désolée, du coup, ça a pas trop attrait à mon travail, mais c'est tellement bien que je voulais en parler. Voilà. C'est trop cool. Donc, c'est ce livre qui s'appelle le livre Perdu des sortilèges. En termes de logiciels, forcément, Blender, Unreal, qui sont très utilisés et enfin, vraiment gratuits à tous les niveaux. Au sein d'Unreal, il y a un logiciel qui s'appelle Bridge, où en fait, on peut récupérer plein de trucs en 3D. Donc, c'est des méga scans, par exemple, des textures. Voilà, c'est super cool. Moi, j'utilise aussi souvent parce que ça me permet de faire des atmosphères assez facilement et de combler les vides techniques que j'ai pas. Voilà, il y a plein de choses que je connais pas. Donc, ça me permet de faire ça. Bridge, c'est incroyable aussi. Le livre de Guy Delaplace, qui s'appelle... alors, pour ceux qui sont intéressés par les fantômes, La voix des fantômes quand débordent les morts. Ça, c'est vraiment top aussi. Dernièrement, il est sorti. Le livre de la docteure Jennifer Kerner, qui s'appelle Marie de nuit. Elle parle non seulement de son travail qui est thanatoarchéologue, je crois, si je dis pas de bêtises. Et elle parle de son périple dans le monde entier pour découvrir et pour comprendre comment étaient enterrés les morts dans différentes régions du pays, enfin du monde, mais aussi son propre deuil personnel où elle utilise des mots qui sont complètement fous. Enfin, c'est très 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 bien écrit. Donc Jennifer Carner, Marie de nuit, ça c'est top. Ok. Mais attends, mais il y a toute une liste, donc on va pas poser cette question. Ouais, il y a les existences moindres de David Lapoujade aussi, qui est assez intéressant. Donc, je parlais de l'existence plurimodale, c'est un terme qu'il a repris à Souriau, mais qui était quand même assez cool, qu'il est assez cool de lire. Évidemment, Blade Runner. Mais ça, je pense que tout le monde connaît. Death Stranding, ça putain, faut y jouer. C'est incroyable. Alors, j'y ai joué après Vassivir, parce qu'on m'en a parlé de tous les côtés. Et effectivement, c'est une dinguerie. Voilà, c'est trop bien. En plus, ça parle des morts, des spectres, et mais les morts, en fait, s'appellent les échoués. Donc, c'est une dinguerie. Trop beau. Incroyable. Voilà. Ok, trop bien. Voilà. Bah, merci pour toutes ces infos. Est-ce que, si tu pouvais donner des conseils aux jeunes travailleuses de l'art, ce serait quoi? Oula. Alors, on m'a déjà posé la question, et j'avoue que j'ai eu peur d'être un petit peu des pessimistes. On m'avait posé la question au Confort Moderne quand j'avais été à journée professionnalisante de l'ESI avec le programme Super Canon, et je leur ai dit bon courage. Et les pauvres. Oui, c'est ce que je dis aussi. Est-ce que vous êtes sûr? Ok, bah bon courage. Est-ce que vous êtes sûr de vous, vraiment? Vous êtes sûr et certain, c'est vraiment que vous n'avez pas le choix. Non, ce que je pourrais donner comme conseil, bon après, franchement, je me sens pas super légitime de le dire parce que ça fait 1 an et demi que je suis sortie. Mais avec ce que j'ai appris, écoute, de pas se niquer la santé à vouloir répondre à tout prix à des dossiers de candidature. Prenez les dossiers de candidature qui vous font le plus plaisir
et trouver quelqu'un comme moi, comme Morgane, qui m'a aidé à faire mon portfolio et puis à faire des dossiers, essayer de vous rapprocher au maximum d'institutions. Par exemple, il y a aussi le CIAP qui m'a aidé. Ça, j'en suis très très heureuse parce que ils m'ont vraiment donné des éléments pour professionnaliser mon dossier et ça, c'était vraiment cool. Il y a tout un processus à comprendre en ce qui concerne les dossiers de candidature que j'ai toujours pas compris. Mais on va dire que je suis mieux qu'il y a un an. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est ne pas rester seul. Voilà. Après, c'est en fonction du contexte de chacun. Mais l'idée, moi je sais que j'ai un peu subi cette solitude entre guillemets d'être artiste plasticienne et de pas forcément avoir mon cercle de réseau au début. Et ça fait, c'est assez dur, on va pas se mentir. À plusieurs, on est bien plus fort. Avant, je voulais pas l'entendre parce que j'avais pas envie d'entendre, hein, tout simplement. Je me suis dit que je pouvais y arriver toute seule, assez têtue. Mais finalement non, c'est bien plus simple d'être plusieurs. Dès que vous pouvez vous connecter, connectez-vous. Faites des collectifs si vous avez l'occasion. Mettez-vous en groupe. Parce qu'on est toujours plus fort plusieurs que tout seul. C'est bateau, hein, mais franchement, moi, je le paye un peu aujourd'hui. Et puis aussi, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, et ne pas lâcher surtout. Savoir pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire. Et dites-vous que si vous galérez à travailler sur ce que vous aimez, dites-vous que même avec un taf alimentaire et si vous arrêtez, ça va être encore pire. Voilà, continuez à faire ce que vous aimez, parce que même si vous galérez comme des porcs, et moi je m'inclus dedans, c'est toujours mieux que de passer sa journée à faire un taf qu'on n'aime pas. Ou alors si on fait un job alimentaire, sachez pourquoi vous le faites. C'est-à-dire pour payer vos futures installations et pour payer vos recherches. Pour acheter de la cendre et du latex. Exactement. Trop bien. Et pour continuer à rêver, quoi, en fait. Ouais. Mais c'est des très beaux conseils. Merci. Et enfin, qu'est-ce que tu me suggères d'inviter pour les prochains épisodes, ou alors quelle thématique t'aimerais bien que j'aborde plus tard? Alors attends, je réfléchis. Ah si, alors dernièrement, je sais que j'en ai parlé à Samy quand il m'a demandé l'artiste, tu sais, enfin. J'ai trouvé un travail de Nathan Carême. Je trouve qu'il est vraiment incroyable. Notamment sa petite loupiote bleue là, j'arrête pas de l'avoir dans la tête là. Si tu peux choper Nathan Carême en podcast, écoute, moi je le dirais sur ça. Quelles sont ses inspirations, tout ça. Peut-être que ça peut toujours être lié à la science-fiction parce qu'effectivement c'est aussi sur ce quoi il travaillait, je pense. Mais si tu peux choper Nathan Carême comme invité, franchement plutôt cool. Ok, let's go. Voilà. C'est bon, j'ai l'excuse d'aller lui parler maintenant. Merci d'être venue, c'était super intéressant. Merci beaucoup Morgane et merci pour toutes tes questions super intéressantes. J'ai passé un très bon moment. Trop bien, c'était avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Son Titre 404. Toutes les références et liens pour découvrir le travail d'Anna sont en description. Si vous avez des retours ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à venir échanger avec moi sur les réseaux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt.